nébuleuses planétaires sont le résultat de la mort d'une étoile dont la masse est entre 1,5 et 8 fois celle de notre Soleil. Elles présentent des formes et des couleurs variées, résultat de cette fin de vie chaotique. Elles sont parfois observables avec des instruments amateurs à fort grossissement, mais lorsqu'elles sont trop éloignées de la Terre, il n'est plus possible de les distinguer d'une étoile. Le seul moyen de pouvoir les détecter est alors d'utiliser un spectrographe afin de détecter les différentes longueurs d'onde des gaz qui la constituent. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un programme d'astronomes amateurs qui collabore avec les professionnels afin d'étendre le catalogue des seulement 1500 nébuleuses planétaires connues à ce jour. Dans le cœur d'une étoile, les atomes d'hydrogène sont fusionnés pour former les premiers atomes du tableau de Mendeleïev. Et ce sont certains de ces atomes, comme l'oxygène, l'azote ou l'hélium, que nous allons pouvoir retrouver dans les nébuleuses planétaires à travers la signature lorsqu'ils sont ionisés par la naine blanche. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Bienvenue également à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran où, comme vous le savez, je viens de passer une semaine avec la Société astronomique de Lyon. Comme pour chaque mission à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran, il est souhaité de pouvoir proposer un programme un peu plus scientifique donc à l'association Astroquera qui gère cet observatoire. Et cette proposition, elle a été faite par Philippe Bazard, bienvenue à toi. Donc qui pratique la spectrographie des nébuleuses planétaires ou en tout cas des candidates à être référencées comme des nébuleuses planétaires. Donc Philippe, tu participes à un programme de collaboration entre les astronomes amateurs et professionnels. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Alors, à l'origine, il y a un certain nombre d'astronomes amateurs, dont Pascal Ledu, avec lequel je suis régulièrement en contact, qui ont travaillé avec certains professionnels, dont une professionnelle de Strasbourg qui s'appelle Agnès Acker, mais qui maintenant est partie à la retraite, et qui a monté avec eux un petit groupe de collaboration amateur pour la découverte, ou on va dire confirmer la découverte de nébuleuses planétaires. C'est arrivé de manière un petit peu fortuite au départ, puisque un certain nombre d'amateurs ont découvert sur leurs photos des objets qui n'étaient pas référencés. Et puis c'est comme ça que la mayonnaise a prise. Et donc ce petit groupe aujourd'hui on va dire collecte un grand nombre d'objets candidats. Et d'autres amateurs, dont je suis modestement, mais on est assez nombreux, essayent de confirmer, ou du moins d'apporter certains éléments de confirmation sur ces nébuleuses planétaires possibles. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Voie lactée qui nous entoure, il y a à la fin de la vie des étoiles dont la masse est comparable à celle du Soleil, il y a éjection de matière qui forme des nébuleuses planétaires. Toutes ne sont pas forcément visibles pour deux raisons. La première, c'est qu'une fois que la matière est trop loin de l'étoile, elle n'est plus assez excitée pour illuminer sous la forme donc de cette lumière que l'on va essayer d'analyser. L'autre chose, c'est que quelquefois, notre nébuleuse planétaire, elle est trop petite au départ pour pouvoir être perçue comme telle, simplement en visuel, comme les fameuses nébuleuses planétaires que vous avez l'habitude d'observer avec vos télescopes. Et donc, pour ça, on utilise un spectrographe. Et donc Philippe, est-ce que tu peux nous présenter le spectrographe qu'il y a sur le Ritchey Chrétien 500 que tu utilises? Tout à fait. Alors on y va. Nous voici donc dans la coupole de l'observatoire avec le télescope Ritchey Chrétien 500 mm fabriqué par la société AstroCIB. Et voici donc le spectrographe. Philippe, est-ce que tu peux nous présenter son fonctionnement? Alors, il existe plusieurs types de spectrographes. Il en existe même des très volumineux qui permettent d'avoir une résolution extrêmement fine. Ça, c'est pas du tout l'objectif. Ici, on a un spectrographe de petite dimension, qui peut être installé directement au foyer du télescope, contrairement aux gros instruments qui doivent être déportés. Dans ce type de spectro, donc il en existe plusieurs modèles. Donc celui-ci, c'est un modèle qui est un peu passe-partout, où on peut changer le réseau, donc la partie qui sert à disperser la lumière. Alors comment ça fonctionne?
Là vous voyez l'arrière du télescope hein, avec son foyer. Au lieu d'y mettre une caméra ou un oculaire, on y met tout simplement le spectro. La lumière donc, rentre normalement comme dans tout appareil. Et ici, on ne voit pas à l'intérieur, derrière cette petite trappe, on a une fente miroir. Alors c'est quoi? C'est un miroir qui va renvoyer une grande partie de la lumière vers le guideur, ici, qui nous permet quand même de viser et de maintenir l'objet en place pendant toute la pose, toute l'exposition. Et une fente au milieu qui permet de laisser passer un fin pinceau de lumière, le plus fin possible. Alors idéalement, il faudrait que ça soit un point, mais bon, évidemment, on ne recevrait pas de lumière du tout. Donc on le fait seulement que dans une direction. Et ce fin pinceau de lumière ensuite est renvoyé à l'intérieur vers un petit miroir. Il traverse une lentille qui est ici. Alors, je pourrais l'ouvrir, mais si ça sera très visible à la caméra. Alors, on peut essayer. Voilà, c'est un peu technique. Hop, voilà. Donc ici on a une lentille qui va faire converger les faisceaux de ce pinceau de lumière au fond où se trouve un réseau. Donc un réseau, c'est un miroir avec un certain nombre de traits, très très fins. Ici, il y en a 150 par millimètre, ce qui est relativement peu. Et par un phénomène de diffraction, ce réseau disperse la lumière à la manière d'un prisme. Donc la lumière blanche, typiquement, va donner un arc-en-ciel. Et la lumière d'une nébuleuse planétaire va donner un spectre très particulier que l'on recherche sur nos différentes campagnes d'observation. Donc la lumière repart, elle retraverse le même objectif, la même lentille, qu'on appelle lentille collimatrice. Alors ça c'est un montage très particulier qui est très compact, hein, dans un spectro on va dire plus général, ces deux lentilles sont totalement différentes. Et donc la lumière arrive ici dans un capteur qui est tout simplement une caméra CCD assez basique. Et donc au lieu d'observer une image de la nébuleuse planétaire, on va observer une tranche de cette nébuleuse planétaire dont la lumière aura été dispersée en fonction de la longueur d'onde. Donc on va pouvoir analyser les différentes longueurs d'onde qui constituent cette lumière et pouvoir déterminer si peut-être c'est une nébuleuse planétaire ou pas du tout. Donc vous comprendrez naturellement que ce spectrographe est extrêmement sensible à toute lumière parasite et notamment toute lumière artificielle, raison pour laquelle nous sommes ici à quasiment 3000 mètres d'altitude. Le télescope Ritchey-Chrétien ici est un télescope qui est semi-ouvert de construction et donc bien évidemment on ne va pas opérer le télescope avec un ordinateur ici, on créerait tellement de lumière parasite que ça fausserait bien évidemment les mesures. Donc nous allons nous rendre dans le poste de commande de ce télescope de façon à voir un petit peu comment ça se passe puisque finalement tout est ensuite téléopéré. Ok Philippe, est-ce que tu peux nous présenter donc ce logiciel que nous avons devant nous? Alors, ce logiciel, bon, certains d'entre vous le connaissent certainement, il s'agit de Prism. C'est un des logiciels utilisés ici pour piloter les télescopes. Donc en l'occurrence, on l'utilise sur ce RC500, plus spécifiquement dans le cas de la manip de spectres de nébuleuses planétaires. À partir de ce logiciel, on peut absolument tout piloter. Hein. Donc on peut ouvrir la coupole, la tourner, cette coupole est asservie avec le télescope, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc la position du télescope et là la position de la coupole. La coupole actuellement. Bon, elle n'est pas en fonction évidemment, on ne voit pas bien le ciel dans cette position-là, c'est évident. Ça marche beaucoup bien forcément. Et donc on peut aussi piloter les caméras bien entendu. Donc là on a l'écran de la caméra d'acquisition principale, celle qui reçoit le spectre. Donc c'était la caméra qui était de couleur rouge tout à l'heure. La grande rouge, voilà. La grande rouge. Et l'autoguideur qui reçoit l'image du ciel, sauf la fente, qui est bien visible, et heureusement, parce que ça va nous permettre de positionner l'objet sur la fente, parce que c'est important, parce qu'on veut que la lumière de l'objet traverse la fente. Et donc cet autoguideur a, on va dire, un écran de contrôle assez similaire, parce que c'est une caméra également, plus d'autres contrôles liés à la mise au point, au pilotage du télescope, qui sont en icône actuellement. Donc les objets sont pointés aux coordonnées. On en a un certain nombre qui ont été pré-renseignés pour figurer dans la carte du ciel qu'on peut voir en arrière-plan. Donc ça se charge là. Donc là, on a pointé, virtuellement ici, parce que le télescope n'est pas en fonction, on a pointé vers un objet qui s'appelle HU1. Et donc de cet objet-là, on va faire des acquisitions qui vont durer unitairement environ 40 minutes. Alors, avec d'autres spectrographes, on peut aller plus vite, on peut descendre à 20 minutes. Enfin, celui-ci est un petit peu moins rapide en termes d'ouverture. On est obligé de poser plus longtemps.
Donc on a intérêt à avoir un suivi impeccable, d'où la caméra de guidage, Oui. une météo impeccable, aussi. aucun passage d'avion, aucun passage de... Voilà, Les etc. cirrus, Et par aucune lumière exemple, parasite à l'intérieur. Tout à fait. Les Voilà. cirrus sont proscrits aussi, surtout sur ce type d'objets qui sont extrêmement ténus. C'est clair que s'ils avaient été brillants, on les aurait découverts depuis longtemps. C'est sûr. Voilà. Donc on a besoin de poser très très longtemps pour pouvoir obtenir un tout début d'information. Et si on a la chance de détecter quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on attend, je vais vous montrer à quoi ça ressemble après, eh bien on va faire des pauses supplémentaires. Voilà. Donc, Voilà. on peut aller jusqu'à 5 pauses, 6 pauses de 40 minutes dans le maximum. Enfin, ça dépend de la luminosité reçue, hein, bien entendu. Voilà. Et on obtient aussi, enfin on fabrique aussi toutes les images de calibration habituelles, hein, flat, dark, etc. Ça c'est comme pour la CCD classique. Sur le spectro, on a aussi des lampes de calibration et des lampes de flat. Alors le flat, on le fait à même le spectro parce que c'est un flat un peu particulier, parce que la lumière du flat est elle-même dispersée par le réseau. Donc on a besoin d'une lumière continue, une lumière d'une lampe à incandescence à l'ancienne, une lampe tungstène, donc elle est installée à demeure. Et puis surtout, on a une lampe de calibration, enfin il y en a deux même ici, qui fonctionnent ensemble. C'est un petit tube néon et un autre petit tube qui contient de l'argon. Donc on connaît les longueurs d'onde. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici, quand on a exposé avec cette lumière. Donc il faut comprendre que c'est un arc-en-ciel en réalité, voilà, avec les couleurs. Alors tu as peut-être le rouge à alors, côté. Le rouge est ici, voilà. Le rouge est même infrarouge d'ailleurs. Et ici, les bleus et violets. Et voilà, mais la caméra est monochrome, bien évidemment. Ah bah oui, voilà. Évidemment. Oui. Parce qu'on disperse les couleurs. On pourrait mettre une couleur artificiellement, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc ici, on repère des bandes, des raies d'émission très spécifiques du néon et de l'argon, donc on les connaît très bien. Et ça va nous permettre d'étalonner la mesure, puisque quand on va faire des spectres, on ne sait pas trop bien où sont les différentes longueurs d'onde. Bien sûr. Grâce à cette lampe de calibration, on va pouvoir les repérer avec précision, par comparaison. Bon, il y a des logiciels pour nous aider à le faire, mais l'idée est là, c'est de comparer les différents spectres, et les différentes positions des raies pour pouvoir savoir à quelle longueur d'onde on a affaire. Alors justement, pour bien comprendre comment ça marche, là, je t'ai chargé une image, alors c'est une brute, hein, donc c'est pas très joli à voir, où on peut voir le spectre d'une nébuleuse planétaire, alors pas une de celles qu'on cherche, une nébuleuse planétaire qui est beaucoup plus lumineuse, on va dire. L'exercice, mais on le fait quand même parce que ça nous sert de point de référence pour pouvoir comparer aussi ce qu'on peut obtenir. Donc là c'est Blue Snowball, la boule de neige, bleue, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc on voit également, il y a des étoiles qui étaient prises également dans la fente, dont l'étoile qui se trouve a priori au centre, parce que c'est la centrale, j'en sais rien. Donc ces étoiles forment des spectres continus, comme le Soleil d'ailleurs, et ce sont ces lignes horizontales que l'on voit ici. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est la nébuleuse planétaire dans toute son extension. Donc sur la hauteur, donc les Y, hein, les X en abscisse, les Y en ordonnée, sur la hauteur, on a une tranche de la nébuleuse planétaire. Mais au lieu d'avoir une image toute fine de la fente, on a une image de cette tranche dans chacune des longueurs d'onde. Voilà. Donc ici j'ai l'image en bleu, et là j'ai l'image en infrarouge, et là en rouge à peu près. Et là vers des verts. Alors c'est très intéressant parce que si je compare avec la lampe de calibration, et que je connais les longueurs d'onde, je vais pouvoir en déduire quelles sont les longueurs d'onde de ces raies d'émission particulières que je vois ici. On peut peut-être un peu moins elles sont un peu saturées, pour qu'on puisse mieux les voir. Voilà, là on voit très bien. Peut-être encore un peu mieux. Voilà. Donc elles sont de différentes intensités, de différentes extensions, ça en fonction de leur lieu d'émission dans la nébuleuse. Et ça nous renseigne. Donc ça par exemple ici, on sait que c'est, par comparaison avec le spectre de calibration, il s'agit de la raie H-alpha. Donc le rouge dans les nébuleuses, pour lequel on doit défiltrer les appareils photo, etc. Le rouge très connu qui forme la couleur des nébuleuses diffuses par exemple, qu'on voit dans le ciel, c'est exactement la même. Ici c'est une raie dite de l'O3, donc l'oxygène 3, c'est ce qu'on appelle une raie interdite,
Parce que pour être émise, elle a besoin d'avoir un gaz qui est extrêmement ténu, avec une pression très très faible, plus faible que dans les vitres de laboratoire. D'où le fait que pendant très longtemps, on n'a jamais pu l'observer sur Terre. D'où le terme de raie interdite. En fait, c'est une raie de l'oxygène 2 fois ionisé, qui est très intense, et qu'on va retrouver de manière très caractéristique dans les nébuleuses planétaires. Ce pas les seuls objets où on peut les voir, mais dans une nébuleuse planétaire, ce sont des raies présentes systématiquement et très intenses. Il y a son doublet ici, parce qu'il y a 2 raies en fait. Ça doit être H-bêta, donc c'est la petite sœur de H-alpha. Ça je sais plus, ça doit être l'hélium 1, me semble-t-il. Et là, très probablement, il faudrait le mesurer, ça doit être H-gamma, donc le petit frère de la petite sœur. Voilà, donc la même série de la raie d'hydrogène. Et puis il y a d'autres raies ici à côté qui donnent l'impression que la raie est floue, donc ils sont accolés. Voilà, bon, c'est un luxe de détails que je donne ici, mais c'est ça qu'on recherche. Évidemment, les objets comme HU1 sont des objets très ténus. Je suis même pas sûr, alors qu'il est que ce soit confirmé. Il y a besoin de traiter les images brutes, d'en faire de beaux spectres, de belles courbes, et puis d'en déduire peut-être quelque chose. Mais quand on observe au bout de 40 minutes une image, on voit quelque chose comme ça qui est absolument horrible, qui peut faire fuir tout le monde. Je ne sais pas si la caméra va te permettre de bien montrer ce qu'il y a dessus, c'est pas du tout. C'est très bruité, puis il y a quelques traits, c'est tout. Voilà. Alors les raies qu'on voit ici n'ont rien à voir avec l'objet, elles traversent toute la caméra, ce qui nous indique qu'elles sont émises par la totalité du ciel. Alors ce sont des raies dont l'origine est ionosphérique, ça vient de la ionosphère, essentiellement. Dans la littérature anglo-saxonne, on appelle ça l'airglow. D'accord. C'est la recombinaison des gaz ionisés pendant la journée par le soleil. La nuit, réémettent cette petite lumière dont la raie la plus intense, c'est cette raie-là qui est plutôt dans les jaunes, et qu'on peut voir sur certaines photos prises depuis l'ISS. On voit cette chape un peu jaune. On voit entre guillemets, on voit l'atmosphère. Et ce qui fait que le ciel n'est pas noir. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles le ciel n'est pas noir la nuit, c'est parce qu'il y a cette lumière. Bon bref, elle nous parasite beaucoup, et elle est beaucoup plus forte que ce qu'on essaye d'observer. Donc il faut la soustraire. Oui, on le fera ça au traitement. Donc là, je t'ai chargé une autre image dont je n'ai pas encore parlé tout à l'heure. On utilise des étoiles de référence qui nous servent à mesurer la réponse instrumentale. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais elle a aussi un autre intérêt, c'est que cette étoile qui est une étoile qui est à proximité de l'objet, dont on fait le spectre juste avant. Donc là, encore une fois, c'est un spectre brut. Ça paraît très continu. Bon, si je diminuais on va dire l'intensité, avoir un peu plus de contraste, c'est pas très visible, mais on observerait quelques raies d'absorption ici qui sont caractéristiques des étoiles. Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça nous permet de positionner le centre de l'objet, parce qu'on va le positionner au même endroit sur la caméra. On ne sait pas trop où le spectre apparaît, mais cette étoile nous donne une information. Donc déjà, on sait qu'on doit rechercher notre objet quelque part autour de cette position. Donc, je l'ai mis juste en face, là, pour repérer. Oui, donc ces 2 traits-là, en fait, ne sont pas l'objet que tu cherches. Alors déjà, ce sont des étoiles, parce que c'est un spectre continu, donc ça ne nous intéresse pas particulièrement. Ils ont eu la malchance d'être sur la fente, ou à proximité. Et on essaye de s'affranchir de ces fameux raies de la ionosphère qui nous embêtent. Je ne sais pas si la caméra permettra de le voir, mais dans ce bruit, ici, il y a une petite... il y a une raie qui est un tout petit peu plus intense, qui ressort du bruit. Et là, peut-être, mais là c'est moins sûr. Et si je compare avec notre spectre de Blue Snowball tout à l'heure, je sais pas où je l'ai mis, essaye de mettre en face. Voilà. À peu près comme ça. On s'aperçoit que cette congruence ici correspond au H-alpha, et celle-ci correspond, si elle est confirmée. C'est très faible, mais c'est vraiment le traitement qui va te le montrer. Correspond peut-être, je ne suis pas encore sûr, à de l'O3. Voilà. Donc pour cette raison-là, on a continué les observations de cet objet. Pour d'autres, on s'est arrêté, parce qu'il n'y avait rien à voir. Voilà. Et bon, c'est très très difficile, et ça demande... on peut jouer avec les contrastes, bien sûr, pour essayer de faire apparaître les choses, mais c'est pas toujours évident. Peut-être que là c'est un peu mieux visible, c'est plus sombre aussi. On a une petite épaisseur là, dont avec l'habitude on s'en convainc assez facilement. Pour ce qui est de l'O3, c'est moins évident, donc on n'en est pas sûr du tout. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très difficile à faire. La plupart de ces objets sont extrêmement ténus.
et beaucoup ne donnent pas de résultat. Alors, pour celle-là par exemple, imaginons et admettons que tu as une confirmation après le traitement de tes brutes. Quelles vont être les étapes ensuite que va suivre finalement le dossier concernant cet objet? Il y a une petite procédure qui a été faite par le groupe qui s'occupe de ces nébuleuses planétaires. On rédige une fiche d'observation avec un certain nombre de caractéristiques, où on décrit toutes les conditions d'observation, où on précise aussi les spectres qui ont été traités. Alors, il y a différentes natures de traitement, différents types de représentation de ces spectres, et où on essaye de faire apparaître bien entendu les raies qui nous intéressent. On n'en tire pas forcément des conclusions, ça c'est plutôt quelque chose que les professionnels feront. On peut juste peut-être dire que voilà, ça offre toutes les garanties qu'on attend pour une nébuleuse planétaire. En tout cas, c'est une évidence supplémentaire, mais c'est pas une preuve absolue. Parce qu'il peut y avoir une fois de plus d'autres objets qui peuvent donner les mêmes apparences. Et idéalement, il faudrait avoir plusieurs observations concurrentes du même objet. Donc après, ça peut aller amener des professionnels à braquer des télescopes plus conséquents. Alors cette fiche, donc, je la fournis donc, à ce groupe d'amateurs. Donc, plus directement, en ce qui me concerne, je la fournis directement à Pascal Ledu. Et lui, il est en contact avec un professionnel pour éventuellement discuter de ces spectres et mettre à jour une base de données dans laquelle il y a l'ensemble de ces objets et d'autres d'ailleurs. C'est tout le mal qu'on te souhaite, d'avoir un objet sur lequel tu as contribué. Voilà. En fait, il n'y a que quelques centaines, à peine quelques milliers de nébuleuses planétaires connues aujourd'hui. Donc c'est encore tout un univers très vaste à découvrir, et la spectro, c'est vraiment l'outil, quoi. Voilà, et donc vous pouvez découvrir ce projet sur le site PNST, planetarinebulae.net. Voilà, je vous mets le lien dans la description et pouvoir découvrir un petit peu plus sur tout ce projet-là. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour avoir accepté de participer à cet épisode. Moi, ça faisait longtemps que je voulais pouvoir aborder ce sujet-là. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en quelques clics. Vous connaissez la musique et à partager cet épisode autour de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Et Philippe, je te dis à l'année prochaine à Saint-Véran. Pas de problème.